Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Accès Direct. Nous allons passer 45 minutes ensemble à la rencontre de ceux qui font l'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Et voici tout de suite le programme du soir. Nous parlerons d'abord politique avec l'un des porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Il s'appelle Alain Coulombelle, il vit à Saint-Paul-en-Chablais. Nous reviendrons sur sa nomination en tant que porte-parole d'Europe Écologie Les Verts et sur l'actualité qui concerne son parti. Une page économique ensuite avec la Chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Savoie. Elle a connu quelques difficultés en 2019, nous y reviendrons. Nous reviendrons également sur la suspension de son président et sur l'avenir de cette instance. Enfin, une page sport pour finir. Comme chaque lundi, ce soir nous parlerons danse sur glace. Mais avant tous ces invités, c'est Fanette qui me rejoint sur le plateau. Salut Fanette. Salut Victoria. Pour les titres du JT, comme d'habitude. Alors, je ne sais plus l'ordre, mais je crois qu'on parle bateau. Tout à fait. Une première qui intéressera peut-être d'ailleurs ton invité politique, puisque l'Amiral est arrivé sur le lac d'Annecy. L'Amiral, c'est ce bateau hybride qui fera des allers-retours entre Annecy et Doussard au printemps. Donc, ils ont fait la mise à l'eau en début d'après-midi. On reste dans la mobilité avec le Léman Express. Voilà, ça fait 35 jours précisément qu'il est en service. Alors on parlera du Léman Express et du tram 17, donc le tram d'Annemasse. Donc premier bilan côté Genevois, puisqu'on le sait, côté français sur rail avec les mouvements sociaux, c'est un petit peu compliqué. Donc premier bilan côté suisse qui a eu lieu ce matin. Merci Fanette, on te retrouve tout à l'heure à 18h30. On va ouvrir tout de suite notre page politique avec mon premier invité. Il s'agit d'Alain Coulombelle. Bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Merci. D'être avec nous. Vous êtes co-porte-parole au niveau national du parti Europe Écologie Les Verts. Vous avez été désigné pour ce rôle en novembre 2019. D'abord, comment se sont passés vos premiers mois dans ce rôle ? Écoutez, c'est un rôle de porte-parole. Donc, effectivement, précédemment, j'étais déjà secrétaire national adjoint à Europe Écologie Les Verts, donc je connais bien la direction du mouvement depuis maintenant 3 ans. La position d'un porte-parole, c'est d'abord d'être en lien avec les médias. Et c'est aussi pour ça que je suis ici ce soir. En porte-parole, ça fait des communiqués de presse. Donc, depuis début décembre, effectivement, j'ai été amené à faire un certain nombre de communiqués de presse sur l'actualité nationale, les retraites, le réchauffement climatique et tout un tas d'autres sujets qui nous préoccupent. Et puis, c'est le lien avec le mouvement par ces informations qu'on est amené à diffuser au sein du mouvement. C'est un poste qui, effectivement, entraîne plus de visibilité par rapport, disons, au poste que j'occupais jusque-là de secrétaire national adjoint. J'étais chargé en particulier du projet d'Europe Écologie Les Verts. Aujourd'hui, j'ai déjà, effectivement, un certain nombre de plateaux télé qu'on est obligé de faire pour assurer la fonction qui est la mienne. Vous avez de l'expérience, si on peut dire, dans ce monde politique. Ah oui. Ça fait plus de 25 ans que je suis à Europe Écologie Les Verts, donc j'ai occupé tout un tas de fonctions, d'abord des fonctions électives, puisque j'ai été conseiller régional Rhône-Alpes pendant plusieurs mandats. J'ai été également conseiller municipal à Thonon dans l'opposition pendant un certain temps, et donc je connais bien effectivement à la fois les aspects électoraux, électifs de la fonction, mais aussi tout ce qui peut effectivement occuper la fonction de direction d'un mouvement comme Europe Écologie Les Verts, dans une période qui est évidemment très spécifique, puisque, comme vous le savez, Europe Écologie Les Verts, aujourd'hui, représente une partie de la population et a, depuis maintenant les élections européennes, une place tout à fait significative dans le jeu politique national. Vous parlez des européennes. Comment les bons scores que vous avez faits vont se concrétiser au municipal ou pas ? Disons que
tous les sondages aujourd'hui qui sortent en amont du premier tour des élections municipales nous donnent à des positions qu'on n'avait jamais connues jusque-là, hein. On a dans toutes les grandes villes de France de plus de 100 000 habitants, on a des têtes de liste Europe Écologie Les Verts sur un projet politique écologiste. Et les sondages nous donnent entre 18, 22, 23%, avec des grandes villes qui sont susceptibles de passer à des maires Europe Écologie Les Verts, hein. C'est le cas par exemple de Bordeaux, c'est le cas de Lyon, où notre candidat est en concurrence avec le candidat de la droite. C'est le cas également à la métropole lyonnaise, où notre candidat est juste à côté de Collomb, hein, qui est quand même une personnalité connue au niveau national. Donc on a, si vous voulez, aujourd'hui un échiquier très ouvert pour ce qui touche effectivement Europe Écologie Les Verts. En Pays de Savoie, ça semble un peu plus compliqué. C'est pas plus compliqué, c'est effectivement lié au fait qu'on n'est pas en mesure, si vous voulez, en Savoie, département de Savoie ou département de la Haute-Savoie, on n'est pas en mesure de présenter des listes Europe Écologie Les Verts, en tout cas estampillées Europe Écologie Les Verts, avec un chef ou une chef de file venant de notre mouvement. Notre mouvement, à la fois, a toujours connu, en particulier en Haute-Savoie, des résultats électoraux très, très significatifs. Il y a encore quelques années, on faisait des 20% aux élections départementales, avec des candidats estampillés Europe Écologie Les Verts. Aujourd'hui, on est toujours dans la même situation, c'est-à-dire que notre potentiel électoral est très important, mais on n'a pas les forces militantes toujours en capacité de représenter notre mouvement partout dans les communes de nos deux départements. Alors on aura la plupart du temps des militants d'Europe Écologie Les Verts qui seront intégrés à des listes dites citoyennes, rassemblant soit des citoyens non encartés, soit des représentants de la gauche. On aura donc des représentants d'Europe Écologie. Où ça, par exemple ? Laravoir, par exemple, à Chambéry, à Aix-les-Bains, à Albertville, où il y a une liste de gauche écolo qui est en train de se constituer. À Thonon, on a un cas un peu particulier puisque la personne, enfin la candidate Elisabeth Charmot, qui est la chef de file sur Thonon, et Europe Écologie Les Verts. Donc c'est la seule liste, si vous voulez, qui est véritablement estampillée Europe Écologie Les Verts. Partout ailleurs, on est intégré à des listes de rassemblement plus larges avec soit les citoyens, soit d'autres formations politiques de gauche. Pour parler plus largement du parti, combien d'adhérents compte-t-il dans nos pays de Savoie ? Une centaine d'adhérents, vous voyez, donc c'est pour ça que nos forces aujourd'hui sont quand même, si vous voulez, en décalage avec notre capacité de présenter des listes un peu partout sur le territoire. Donc voilà, on fait avec ces forces-là aujourd'hui. Alain Coulombelle, vous êtes aussi agrégé d'économie et de gestion, vous êtes auteur de plusieurs livres. Vous croyez notamment à l'écologie politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de cette notion, quelle est votre vision des choses ? L'écologie politique, c'est une écologie qui n'est pas une écologie associative, c'est-à-dire qui n'est pas une écologie centrée uniquement sur l'environnement, mais qui est une écologie beaucoup plus large, qui effectivement prend le risque de s'engager dans les élections, qu'elles soient municipales, régionales ou demain nationales. C'est une écologie qui cherche effectivement à présenter aux Français un programme politique complet, qui va du social en passant par la démocratie, l'environnement évidemment, qui est quand même notre socle, je dirais, initial, mais qui se présente aux élections pour pouvoir effectivement être en capacité de diriger soit des communes, soit demain des régions, soit demain, pourquoi pas, le pays. On a parlé récemment dans l'actualité du désenclavement du Chablais, avec notamment l'attaque des élus genevois. Comment vous vous positionnez sur cette question ? Là, classiquement, je dirais Europe Écologie Les Verts d'abord, avant Europe Écologie Les Verts. C'est un projet qui date de plus de 20 ans aujourd'hui. Et la position de notre mouvement par rapport à ce tronçon autoroutier a toujours été identique, à savoir que nous sommes absolument opposés aujourd'hui à ce projet autoroutier de 16 km qui va non seulement
consommer énormément de terres agricoles sur un territoire qui est déjà très très contraint par rapport à son espace, et puis surtout qui va engendrer dans les mois qui viennent des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires, alors que nous sommes à un moment absolument clé de l'histoire de la planète où il nous faut absolument réduire nos émissions de gaz à effet de serre si on veut limiter le réchauffement climatique de la planète. Donc on pense qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal et même de contradictoire à un moment où a été ouvert la ligne du Léman Express, où là on a effectivement un projet tout à fait intéressant de transfert modal vers le rail, qui est la solution aujourd'hui au réchauffement climatique. On a, je trouve, un paradoxe au même moment où on signe la DUP pour un tronçon autoroutier qui va être générateur de tout un tas de désagréments, et en particulier sur la question du réchauffement climatique, qui est véritablement centrale dans les années qui viennent. Et il faut que nos concitoyens comprennent bien, que ce soit en Savoie, en Haut-Savoie ou dans tout autre département, que c'est une question vitale pour l'humanité entière. Et donc, ce n'est pas, si vous voulez, un mince dossier que celui du réchauffement climatique. Est-ce qu'il va y avoir des recours côté français sur ce... Vous savez qu'il y a un certain nombre d'associations, dont l'ACPAT, qui est très présente sur le terrain du Chablais, sur ce sujet-là, qui va probablement effectivement présenter des recours juridiques sur la DUP. Il y a la ville de Genève, mais notre mouvement, en tant que région Savoie, se donne aussi la liberté, dans les semaines qui viennent, de présenter un recours sur ce projet. Merci beaucoup Alain Coulombelle. Il y aurait encore bien d'autres Oui. sujets à aborder. On arrive malheureusement au bout de notre temps ensemble. Merci d'être venu sur le plateau d'Accès Direct et à très bientôt. Merci, au revoir. Après la politique, on va ouvrir une rubrique dans l'actu avec la Chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Savoie. Alain Mossière, bonsoir. Bonsoir Victoria. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Accès Direct. Vous êtes le président par intérim de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Savoie. On va expliquer dans un instant pourquoi on dit par intérim. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle de cette chambre? Eh bien, écoutez, les chambres de métiers dans l'ensemble représentent les artisans auprès des pouvoirs publics. En Haute-Savoie, c'est 250 métiers et plus de 20 000 artisans qu'elles représentent. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des spécificités particulièrement sur cette chambre de Haute-Savoie? Des spécialités, oui. La Chambre de la Haute-Savoie, c'est un département dynamique. Il y a beaucoup d'espoir. On a des artisans qui font de l'innovation dans des choses qu'on ne pense pas. C'est vrai que moi, en tant qu'artisan, je suis dans la boulangerie, je n'imaginais pas qu'il y ait autant de métiers qui soient représentés par l'artisanat, vraiment d'une richesse du territoire, que ce soit dans n'importe quel secteur, qui était étonnant. Mérite d'être représenté, voilà. Comment vous les accompagnez, ces professionnels? Alors déjà, la Chambre des métiers, elles ont des missions régaliennes, ce qu'on appelle régaliennes. L'État nous a confié le centre des formalités, c'est-à-dire c'est où il y a l'enregistrement, c'est un petit peu l'état civil des entreprises. Et puis aussi, on a la gestion l'enregistrement des contrats d'apprentissage. Sur la Haute-Savoie, c'est à peu près 2000 contrats qui sont enregistrés à la Chambre des métiers de l'année, quoi. Voilà. Et puis après, on a de la formation pour les artisans, on les accompagne soit dans leur développement, soit au niveau de l'informatique, soit au niveau de tout ce qui est réglementation. Aussi, on fait surtout des formations transversales qui ne comprennent pas le métier pur. C'est plutôt la gestion, la comptabilité, faire un devis, voilà un petit peu sur... Puis il y a d'autres choses qu'on accompagne. Alors en 2019, cette chambre de Haute-Savoie a connu quelques déboires. Son ancien président, Franck Lopez, a été suspendu pour 6 mois. La chambre a été placée sous surveillance par le ministère de l'économie après la mise en évidence d'irrégularités, d'une gestion un peu opaque. Comment avez-vous vécu cela et qu'est-ce qui s'est passé pour vous depuis? Donc suite à la suspension du président, comme j'étais le premier vice-président, automatiquement, j'ai dû prendre la place de président, demandé par la préfecture de région, et de mettre en place
on nous a demandé déjà, la première chose, c'était de nommer un nouveau secrétaire général, et puis en plus de réorganiser les services, ce que le nouveau secrétaire général Philippe Cosdal a fait en priorité. Ensuite, il y avait l'établissement du budget prévisionnel avec réintégration des postes d'agents. Il faut savoir que c'était une chambre des métiers au niveau de la gestion du personnel qui n'était vraiment pas appropriée, quoi. C'était une gestion un petit peu à l'ancienne, disons-nous, pour faire simple. Voilà. Et là, vous vous inquiétiez du retour éventuel de l'ancien président? Oui, parce qu'effectivement, la préfecture nous avait demandé de mettre beaucoup de choses en place. Là, je vous en ai énuméré quelques-unes, mais il y a eu beaucoup de choses à remettre en place. Donc, il arrivait, là, la suspension était pour 6 mois. Donc, on arrivait à un moment où le retour du président qui était annoncé, de l'ancien président qui était annoncé, et surtout, il avait annoncé qu'il démontrait un petit peu tout ce qu'on a fait. Alors que ce soit au niveau des élus, au niveau de la marge, de l'image de la Chambre des métiers, parce qu'elle a beaucoup été écornée quand même avec ce qui c'est tous les événements, et puis aussi pour le personnel. Il y avait quand même au niveau du personnel une certaine tension qui régnait suite au retour de Franck Lopez. Et là, finalement, tout récemment, 8 membres du bureau ont démissionné. Pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Ben, disons que c'était la seule façon d'éviter le retour de Franck Lopez. C'était parce que certains élus ne voulaient plus travailler avec lui, ne se sentaient plus à l'affronter verbalement, enfin bref. Il faut savoir qu'il y avait des tensions depuis quelque temps au bureau, donc on se trouvait dans une position un peu compliquée. Et la seule solution, la préfecture de tutelle ne pouvait pas intervenir pour resuspendre le président, comme il y a des affaires, une instruction en cours. La seule solution, c'était de démissionner en bloc pour justifier que la Chambre des métiers ne peut fonctionner. Donc derrière ça, la préfecture de région a démissionné l'ensemble du bureau. Et on va arriver aux élections lundi prochain, le 27 janvier, pour refaire des élections avec les membres de l'Assemblée générale. Voilà. Et je me présenterai comme président avec un bureau qui me suivra dans mes obligations, disons. Quel est l'avenir pour cette Chambre des métiers et de l'artisanat? Est-ce qu'elle va pouvoir continuer à assurer ses missions, fonctionner un petit peu? Les chambres, vous savez, il y a eu des dysfonctionnements, mais la Chambre a toujours fonctionné. Je remercie les agents d'avoir toujours le personnel d'avoir toujours assuré sa mission. Elle a toujours fonctionné, mais il y avait des services qui n'avaient pas de chef. Enfin bref, il y avait beaucoup de dysfonctionnements. Et aujourd'hui, c'est de remettre, on a mis déjà tout ça en place. Après, on prépare la régionalisation. Il faut savoir qu'au 1er janvier 2021, on sera sous un régime régional, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de chambres départementales qui seront présentées. Ça sera au niveau de l'administratif, ça sera qu'une chambre régionale. Donc on prépare notre chambre à passer ce passage, enfin à faire la transition, surtout qu'on est la 3e chambre des métiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est une chambre importante et qui a beaucoup d'activités. Voilà. Vous l'avez dit, l'activité de la Chambre se poursuit. Quels sont les prochains événements importants pour vous? Alors, il y a plusieurs projets on va se joindre aux journées européennes des arts, des artisans d'art. Il va y avoir aussi une exposition courant mars avec la préfecture du département pour aussi des métiers d'art, les présenter ou avec des objets ou sous forme de photos. C'est en train de se mettre en place. Et puis la plus importante manifestation, il faut savoir qu'on travaille beaucoup avec les jeunes, des collèges, des lycées. C'est le salon prépa qui va se tenir mercredi et jeudi prochain, là, le 22 et 23, et où on va recevoir 3500 jeunes, collégiens et lycéens, pour leur présenter les métiers. Ça se fait en partenariat avec tous les CFA, tous les centres de formation d'apprentis, les MFR, et puis beaucoup d'autres organismes. Et puis aussi, il y a le partenariat du département et de la région Rhône-Alpes. Voilà un petit peu, mais c'est la grosse manifestation. On attend beaucoup de monde, et si des parents sont intéressés pour voir les métiers, parce que c'est vraiment là qu'on voit ce que c'est que l'artisanat, le travail de la main. Voilà, c'est vraiment une belle manifestation.
Le message est passé, en tout cas, merci beaucoup. On retrouve Merci. toutes les informations sur le site, Le site de la j'imagine. Chambre des métiers, tout à fait. Parfait, merci Alain Mossière d'avoir Merci. accepté notre invitation Bonne soirée. et à bientôt. On va passer à notre dernière rubrique consacrée au sport et j'accueille sur le plateau tout de suite Éric Mantieri. Bonsoir. Bonsoir Victoria. Vous êtes le trésorier du SGA d'Annecy, c'est le club de danse sur glace, c'est bien SGA ça? danse. Danse sur glace, Ouais. on va préciser justement Oui. la première question pour les néophytes. Quelle est la différence entre la danse sur glace et le patinage artistique? Dans la danse sur glace, comme c'est indiqué dans le nom, c'est de la danse. Il y a une première épreuve d'imposé où c'est vraiment des danses, tango, valse, cha-cha-cha, passo. Et là, les patineurs doivent faire certains pas, vraiment à un instant précis, pour pouvoir passer après à la deuxième partie, qui est une danse libre. Et à ce moment-là, ils ont des figures imposées à faire, mais en danse, on ne fait des sauts que d'un tour maximum, contrairement à l'artistique où il y a les saltos et autres. Voilà, c'est ça la grosse différence fondamentale entre les deux disciplines. Et SGA Danse est une sous-section de sport de glace Annecy qui comprend aussi de l'artistique et du ice cross. Alors combien de personnes ça représente? Combien de personnes travaillent pour la danse sur glace et aussi combien y a-t-il d'adhérents dans votre On a une section? 60aine de licenciés cette année. On essaye de toujours rester à peu près à ce nombre-là pour permettre de donner un enseignement correct. Parce que vu le peu d'heures qu'on a sur la semaine, évidemment, si on prenait plus de licenciés, on n'arriverait pas à pouvoir leur apprendre comme il faut à patiner. Et bon, c'est pour ça qu'on se cantonne à une 60aine de licenciés maximum. Autrement, dans le club, tout le bureau est bénévole, il y a des initiateurs bénévoles, on n'a que 3 entraîneurs, une d'Annecy et 2 qui viennent de Lyon, qui sont là, un en formation justement, et l'autre qui est une ancienne patineuse aussi. Comment êtes-vous arrivé, vous, dans cette section danse Grâce sur à ma glace? fille qui est en train de patiner derrière vous, il y a 8 ans, elle a commencé on a essayé le patin et puis ça lui a plu. Et bon, vu que j'étais obligé de rester à la patinoire pendant tous les cours, j'ai dit bon, plutôt que de rester là à rien faire, autant s'intégrer dans le bureau et voilà quoi. Là, c'est prenant quand même. Ce week-end, vous avez accueilli en plus la deuxième manche du championnat de France de danse sur glace. Qu'est-ce que c'est comme compétition et puis comment ça s'est passé? En fait, c'est 180 patineurs qui viennent de toute la France. Il y en a qui viennent de Lille, de Bordeaux, Brive, Paris, Épinal, Belfort, puis de la région, Clermont, Saint-Gervais, Morcine, Annecy évidemment. Et là, ils font leur danse imposée et ensuite la danse libre. Et voilà. Et bon, c'était assez épuisant parce que l'amplitude horaire est très grosse. Les patineurs commencent à 8 h le samedi et finissent à 22 h. Et le dimanche, de 7 h jusqu'à 18 h. Donc pour tous les bénévoles du club, que je tiens à remercier d'ailleurs, parce qu'autrement sans eux, ça ne serait pas possible de faire ça, c'était très épuisant. J'en ai encore des séquelles. Vous avez accueilli beaucoup de monde, c'était ouvert au public? Oui, c'est toujours ouvert au public, c'est entrée gratuite, c'est le but des compétitions de danse sur glace, c'est pas payant, c'est pas des galas. Voilà, c'est la différence. Est-ce qu'il y a, pour ceux qui n'étaient pas là ce week-end, est-ce qu'il y aura d'autres occasions de venir voir ce genre de À compétition? Annecy, pas vraiment. Normalement, il devrait y avoir une compétition régionale, peut-être dans une semaine ou deux, dans un club de la région. Et autrement, au mois de mars, il y en aura une autre à Morzine. Mais dans un mois, nous, toutes les 3 compétitrices nationales d'Annecy, on va à Reims. Et dans 8 semaines, on va à Lyon. Et puis ensuite, il y aura le championnat de France, la finale, qui sera à Fontenay-sous-Bois, au mois d'avril. Vous avez des danseurs, des danseuses qui ont un véritable potentiel? Oui, mais le problème, c'est, comme je vous le disais, on n'a pas assez d'heures de glace pour qu'elles puissent vraiment progresser comme d'autres clubs. Parce que certains clubs ont 1 heure de glace par jour, juste pour un groupe. Tandis que nous, nos patineuses doivent se partager les heures avec les patineurs de loisirs qu'on accueille évidemment, parce que c'est eux qui seront les compétiteurs de demain.
Donc on est obligé de faire avec eux aussi, hein. Si on veut rejoindre le club de danse, est-ce qu'il y a des conditions d'âge, de niveau? Non, de niveau surtout pas. Après, bon, ça dépend pour ceux qui veulent faire de la compétition, mais à partir de 4 ans et demi, dès qu'ils arrivent à comprendre ce qu'on leur explique, tout, à patiner, à tenir debout sur des patins, bon, c'est notre but, c'est de leur apprendre à tenir debout. Parce que moi, je fais aussi un peu d'initiation, donc j'essaye de leur donner envie de continuer, mais bon, après, il y en a certains qui n'accrochent pas, ou d'autres qui restent, qui reviennent. Donc on les prend de 4 ans jusqu'à 70 ans, la plus âgée, elle avait à peu près 70 ans. Bon, pas de limite d'âge alors si on veut Non, on a se un mettre au groupe, patin. en fait on a des cours pour les ados adultes qui sont plutôt le mardi, et le reste c'est le samedi et le dimanche pour tous les autres loisirs, quoi. Bon, bah, merci beaucoup Éric Montieri de rien. nous avoir présenté le club. Je vous garde avec moi parce qu'on va faire un petit tour de l'actualité sportive et on reste sur la glace avec du curling puisque ce week-end s'est déroulé un tournoi international de curling open air sur la patinoire des Contamines Montjoie. 18 équipes internationales se sont affrontées. C'est une compétition unique en France. Elle permet chaque année de rassembler des curlers, c'est comme ça qu'on dit, venus du monde entier. Donc là, ils étaient entourés de paysages plutôt sympathiques, le Dôme des Miages notamment. Ils ont profité aussi d'une météo plutôt clémente pour lancer leur pierre qui pèse quand même près de 20 kilos. Les matchs ont été assez disputés et au final, c'est l'équipe de Genève-Lully qui s'est imposée devant Megève et Sierre. Un mot de ski également avec la Française Clara Diriez qui a décroché son premier succès en Coupe du Monde en remportant le géant parallèle dans la station italienne de Sestriere. La Française a sorti Michaela Schifrin en 8e de finale avant de battre Elisa Mosinger en finale. C'est la première fois depuis 2010 et Sandrine Aubert qu'une Française autre que Tessa Worley remporte une course en Coupe du Monde et on va l'écouter tout de suite, Clara Diriez. Pour l'instant, tout va bien pour moi en début de saison. Je gagne en confiance et aujourd'hui, j'ai vraiment pris du plaisir dans ce parallèle et je suis vraiment très contente. Alors, expliquez-nous un peu comment ça se passe cette course. C'est quand même épuisant, il y a quand même 8 manches en tout, non? Ouais, c'est épuisant, mais je pense qu'on est sous l'adrénaline, on n'arrête pas, on monte, on descend, et les manches sont pas très très longues, donc c'est moins physique qu'un slalom parallèle, mais du coup, je pense que c'est sur l'adrénaline qu'on joue. Alors, la première victoire en Coupe du Monde, c'est un rêve qui se réalise certainement, vous y avez pensé beaucoup. Oui, bah c'est sûr que quand on rentre en Coupe du Monde, on aimerait tous faire un podium, là je fais un podium en parallèle géant, c'est juste génial quoi. Et ça vous donne confiance pour la suite, il y a encore beaucoup de courses jusqu'à la fin de la saison. Ouais, pour moi, il va rester encore 3 ou 4 courses. Donc ouais, j'espère surfer sur cette vague de confiance et voilà. Et puis on salue aussi les performances des hommes. En ski alpin, toujours le Français Clément Noël, déjà victorieux l'an passé dans la station suisse, a remporté le slalom de Wengen, épreuve de la Coupe du Monde de ski. Il s'est imposé devant le Norvégien Henrik Kristoffersen et le Russe Alexander Korozilov. Et puis enfin, Martin Fourcade a remporté, lui, la poursuite de Ruhpolding. C'est sa 4e victoire d'affilée en Coupe du Monde de biathlon devant le compatriote Quentin Fillon-Maillet. Il est invaincu en 2020, Martin Fourcade. Il consolide donc sa première place au classement général de la Coupe du Monde. Je vous garde encore avec moi, Éric, pour une petite revue de presse très rapide, puisque Annecy se classe en tête d'un très joli classement qui est inédit. C'est un classement sur les communes où il fait bon vivre. Il a été dévoilé dans le journal du dimanche ce 19 janvier et Annecy se classe donc en tête devant Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques et La Rochelle en Charente-Maritime qui complète donc ce trio. C'est un classement qui a demandé quand même 2 ans de développement. Il a été établi par l'association Villes et Villages où il fait bon vivre. Il utilise pas moins de 182 critères qui permettent donc à chaque commune d'obtenir un nombre de points spécifiques pour établir ce palmarès final. Dans les catégories, on a notamment la qualité de vie, la sécurité, les transports, les commerces et services, santé, éducation, sport, loisirs, solidarité. Donc une belle première place et une fierté, je pense, pour les Annéciens. C'est la fin de cette première partie. On va se retrouver tout de suite après la pub pour le journal de la rédaction.
toujours